What are you doing here? Looking for shells? No, I'm just looking. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. In my business, you prepare for the unexpected. Aujourd'hui, nous parlons de Bond, James Bond, agent 007. Just a drink. A martini, shaken, not stirred. This never happened to the other fellow. Petite mise en garde avant de commencer. Si vous n'avez pas vu le film discuté aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Beg your pardon? Forgot to knock. And meanwhile, how do you kill 5 hours? Bonne écoute. I've got the village. Down there. Bienvenue en Jamaïque. Aujourd'hui, nous parlons de James Bond contre Dr. No. Sorti en 1962 et réalisé par Terence Young, avec Sean Connery, Ursula Andress, Jack Lord, Anthony Dawson, John Kitzmiller et Joseph Wiseman. Je suis Mathieu. Et chose que j'ai jamais parlé sur le podcast, ben moi depuis que je suis tout petit, ben je lis une encyclopédie là, depuis la lettre A, puis maintenant je suis rendu à la lettre T. Alors, bienvenue dans cette rétrospective de James Bond. On est rendu à l'épisode 002. Pour certains d'entre vous, ça serait comme le premier épisode là, dans une rétrospective de James Bond. Mais la semaine passée, j'ai fait le film de 1954, ou le téléfilm plutôt, de Casino Royale. C'est un film en noir et blanc que j'ai mis sur Internet. Là. J'ai mis le lien pour pouvoir écouter le film. Si mettons vous l'avez pas vu, puis c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, ben sur le site le site Facebook de Premier Visionnement, ben je vous ai envoyé le lien pour pouvoir écouter le film. Il n'y a rien d'illégal là-dedans, c'est un lien public, tout ça, fait qu'il n'y a pas de problème à télécharger. Mais à partir de là, ben aujourd'hui, c'est ça, on fait le deuxième film, ou peut-être le premier film officiel dans la série des James Bond, où ce qu'on va avoir vraiment l'équipe de production là, qu'on connaît là, jusqu'à ce jour. Ben c'est pas les mêmes personnes en arrière, mais je veux dire, c'est comme la même famille qui dirige un peu tous les films là, depuis ce film-là. Dans la rétrospective, vous pouvez aller sur premiervisionnement.com où vous allez voir dans le fond tous les films qui vont être couverts dans cette rétrospective-là. C'est une rétrospective étendue, il y a quelques films de plus qui sont pas dans les James Bond officiels, dont le film que j'ai couvert la semaine dernière. Plus tard, on va recouvrir encore Casino Royale, le film de 1967, qui est une parodie. En tout cas, on va en reparler dans le 6e épisode. Et même, peut-être à peu près 2 mois après ça, ben, on va parler d'un autre James Bond non officiel. Le film Jamais plus jamais, là, qui avait eu le retour de Sean Connery en tant que James Bond dans l'ère de Roger Moore. Ben, on va parler de ce film-là aussi. C'est 3 films qui ne sont pas là, dans les films là, de la production Eon ou Dan Jack dans le temps. En tout cas, fait que c'est ça qu'on va couvrir dans les prochaines semaines. C'est tout le temps en parallèle avec la série que je fais là, avec l'univers de DC, même les films d'horreur là, avec Freddy et Jason. Tout c'est quand même en parallèle. Mais toutes les semaines, jusqu'au nouveau film de James Bond, Mourir peut attendre, ben on va couvrir un James Bond par semaine. Alors après la diffusion du téléfilm Casino Royale là, en 1954, l'auteur de James Bond, Ian Fleming, lui avait vendu ses droits pour Casino Royale, fait que il n'y avait plus de droits, mais tu sais, il avait encore écrit des livres. Tu sais, il y avait à peu près rien d'écrit en 54, mais rendu en 1960, 62, ben tu sais, il y avait un livre par année qui sortait. On était rendu là à une dizaine de livres total, mais à quelque part, ben tu sais, on n'avait pas le droit, les droits du premier film qu'on pouvait vendre pour faire en film. On a eu 2 personnes, Harry Saltzman et Cubby Broccoli, que eux autres se sont unis pour pouvoir avoir les droits à James Bond. Et les deux, dans le fond, ils voyaient quelque chose à faire avec le personnage. La relation entre les 2 hommes d'affaires, en général, comment que ça va fonctionner dans les 12-13 films là, qui vont collaborer ensemble, ben, souvent c'est un qui va faire telle affaire pour un film, puis ça va changer dans le film suivant.
Puis ils vont tout le temps échanger ça à chaque film. Ça va tout le temps être des échanges. Fait que c'est vraiment comme une collaboration, mais c'est comme ça qu'ils vont fonctionner. C'est vraiment l'autre, il dit rien sur telle affaire, il laisse aller. Puis après ça, ben c'est l'inverse au prochain film. On va aller chercher le réalisateur Terrence Young, puis c'est lui qui va faire pas mal les bases qu'on va connaître aujourd'hui. Le monsieur de Terrence Young, lui-même, c'est plus vraiment, il va prendre ses traits un peu pour James Bond. C'est un dépensier, il vit toujours la vie de luxe. C'est ça un peu qu'on va regarder avec ce qui va devenir le personnage de James Bond qu'on connaît à l'écran, qui n'est pas exactement le même James Bond qu'on connaît dans les livres. Aujourd'hui, c'est quand même similaire par contre, parce que le film n'est pas un film grandiose quand on va parler du film. C'est quelque chose qui n'est pas tout à fait comme le James Bond des livres. Puis c'est quand même normal, on veut voir grand avec la franchise de James Bond. Puis, on veut peut-être pas trop s'attarder à faire juste des films petit budget. On veut faire ça gros, puis parfois démesuré. Mais c'est pas des choses qui sont inconnues aussi dans les livres. Même un peu à l'inverse, Ian Fleming, dans ses 2-3 derniers livres qui vont sortir par la suite, parce que lui va décéder dans les années qui vont suivre. Ça sera pas. Il n'y aura pas le temps vraiment de voir la franchise vraiment grossir. Mais il va avoir comme été influencé par les livres ou plutôt les films qui vont prendre vraiment de l'ampleur. Le film d'aujourd'hui va être quand même une genre de fidèle adaptation du livre. Ils vont changer quelques petites affaires, mais ça va être pas mal le livre transcrit à l'écran. Il y a quelques petites affaires qui vont avoir rajouté, comme le personnage du professeur Dent, puis toute la section avec la Madame Tarot. Toute cette section-là a été rajoutée pour le film, mais en général, ça suit pas mal le livre en fait de scénario. Les motivations sont pas exactement pareilles, mais c'est pas mal quelque chose qui est quand même assez transposé fidèlement. Il y a plusieurs noms qui circulaient pour le rôle-titre de James Bond, puis ça l'a joué pas mal. Il y a même un temps où on pensait à amener Roger Moore pour faire le personnage, mais je pense que c'est même Ian Fleming qui était pour ça. Puis évidemment, on a voulu aller dans une autre direction. On voulait ramasser quelqu'un de pas connu. Le but, c'est que si, mettons, on va chercher quelqu'un de connu, on ne pourra possiblement pas l'avoir pour plusieurs films. Fait qu'on veut prendre un inconnu. Puis après ça, il va faire sa réputation avec les films de James Bond, mais quelque part, au moins, il se sauvera pas après un film. Puis on va pouvoir construire une franchise au moins avec un acteur, puis comme solidifier l'univers. Alors on va se tourner vers Sean Connery qui venait jouer dans le film On the Fiddle. Ça va avoir attiré l'attention des producteurs, puis c'est ça, fait que l'histoire s'ensuit à partir de là. Alors, le film d'aujourd'hui va servir vraiment d'introduction à l'univers de James Bond. On va vraiment effacer ce qui s'est passé en 1954, qui était juste une émission télé, dans le fond, mais il faut comme réussir à prendre la chance puis vraiment mettre le paquet autant que possible. C'est sûr que on n'a pas un grand budget, mais tout ce qu'on est capable de faire, on va foutre ça à l'écran. On peut quand même regarder ça d'un côté que si on part avec le film de 54, le film d'aujourd'hui a un petit peu plus de budget puis on a plus de liberté. Le film de la semaine prochaine va en avoir un peu plus, puis c'est tout le temps quand même assez croissant comme budget puis comme grandiosité pour la franchise. Je veux dire, il y a vraiment là un gros écart entre le film de 54 et le film d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place qui vont rester pour pas mal toute la franchise. Je veux dire, c'est comme toute la coïncidence un peu. On place ça, mais on ne sait pas si ça va vraiment marcher dans certains sens. On va tout rechanger un peu des affaires dans les prochains films pour faire la formule définitive de la série.
Mais tu sais, on essaie des choses aujourd'hui, on a vraiment quelque chose là, qui est pas comme qu'est-ce que la franchise va devenir plus tard. On va se concentrer sur notre acteur de 32 ans, Sean Connery, qui va nous vendre le personnage de James Bond. Ça va vraiment être comme le focus du film aujourd'hui. C'est juste comme montrer là, tout son charisme à l'écran, tout ça. Ça va être pas mal le focus du film. Même le méchant du film n'apparaîtra pas avant la dernière demi-heure du film. Le film qui est quand même beaucoup influencé par le livre. Dans le livre, on va avoir le personnage de Strangways qui est tué au début par 3 assassins. Chose qui va changer un peu avec le livre, c'est que Strangways, lui, il était déjà en train d'enquêter sur le Dr. No. Que dans le livre, que dans le film, ça sera pas exactement la même affaire, où ça va être comme il a ramassé. Il était un petit peu en train de suspecter des choses, mais c'était pas aussi avancé, qui va faire que dans le livre, ça va aller un petit peu plus vite, qu'ils vont se ramasser tout de suite sur Crab Key assez rapidement. Beaucoup d'éléments vont avoir été conservés. Le personnage de Dr. No dans le livre veut toujours aussi contrôler faire dériver des missiles. La question historique, c'est pas exactement pareil. Il a perdu ses mains parce qu'il s'est fait couper par dans le fond, il a volé de l'argent, puis il s'est fait couper les mains pour ça. Puis c'est pour ça qu'il perd ses mains, non pas comme de la radiation qu'on veut nous laisser supposer là, dans le film d'aujourd'hui. Mais dans les modifications, on veut mettre ça un petit peu plus grandiose, comme que dans le livre, c'est plus des crochets qu'il y a, puis là, c'est comme des mains super fortes qui ont rajouté. Des petits éléments qui apparaissent tranquillement, mais qui n'est pas vraiment là, super exagéré, là, comme qu'on va voir là, dans les films qui vont s'en venir de plus en plus. Ou ce que vraiment, là, des fois, c'est juste démesuré, mais c'est l'univers qu'on nous construit là, tranquillement. Alors, le film ouvre sur quelque chose qui va vraiment mettre l'étampe James Bond sur la franchise, où ce qu'on va voir James Bond se retourner vers l'écran puis qui va tirer sur nous, puis ça va virer en sang, puis en tout cas, vous savez de quoi je parle. Pour le film de Dr. No, c'est quand même quelque chose d'un peu différent. Si, mettons, vous écoutez la franchise pour la première fois, vous vous rendez compte que c'est vraiment différent de les autres films, parce que on continue la séquence où ce qu'on continue avec la chanson thème de James Bond, puis après ça, on embarque là, dans une autre chanson, un genre de reggae, de jazz jamaïcain, puis après ça, on embarque dans une autre chanson. Je comprends pas exactement là, la tune au milieu là, de genre 20 secondes. Je sais pas pourquoi on a mis ça. Puis après ça, on embarque là, dans une chanson, là, Three Blind Mice, qui va un peu avec la thématique là, des assassins. Mais en tout cas, juste avant de sauter aux assassins, mais bien sûr, je vais parler là, de la trame sonore qu'on a aujourd'hui. Et bien sûr aussi du fameux thème de James Bond. Le compositeur officiel de la trame sonore, Monty Norman, est le compositeur officiel pour le thème de James Bond. C'est sûr qu'au courant des années, il y a eu des poursuites. C'est-tu vraiment John Barry qui a écrit la chanson ou Monty Norman? C'est un peu entre les deux, à quelque part. John Barry est plus... Il aurait plus arrangé, fait des arrangements. Il aurait pris une chanson de Monty Norman que lui, dans le fond, il avait fait pour un autre projet là, plusieurs années avant. Puis juste, John Barry a joué avec ça, puis il a comme tout remixé ça, puis il a refait ce qu'on peut connaître être la tune de James Bond. Ça va être John Barry qui va faire plus l'orchestration, mais les chansons vont avoir été comme plus écrites par Monty Norman. Ça, c'est plus la trame d'aujourd'hui. Il y a aussi, qu'est-ce qui peut être un peu intéressant, parce qu'il y a eu vraiment des poursuites là, dans les années suivantes, parce que John Barry voulait quand même avoir son nom là, sur la chanson. Mais on peut même regarder là, dans le catalogue de John Barry, dans ces années précédentes, il y avait des pièces qu'il a composées qui ressemblaient vraiment énormément
à la tune thème de James Bond ou des éléments dedans, tout ça, c'est que c'est des choses qu'on peut regarder, puis qui peut vraiment là, nous laisser comme suspecter que quelque part John Barry a quand même rajouté ces choses au travers, puis on peut quand même regarder l'autre côté que Monty Norman, sa tune originale, c'est quand même la tune d'aujourd'hui, mais avec des paroles, puis c'est vraiment quelque chose là, d'assez différent en fait là, de look, mais en bout de ligne, les accords, c'est pas la même gamme, mais c'est quand même le même air, puis en tout cas, c'est quelque chose là, qui peut être vraiment là, débattu, qui a vraiment composé la chanson. Mais moi, en tout cas, mon point de vue, c'est que je me demande pourquoi qu'on peut pas avoir les deux noms sur la tune thème. Rendu là, c'est quand même les deux sont quand même assez responsables pour avoir la tune thème, mais quelque part dans le royaume là, des droits d'auteur, quelque part il faut vraiment qu'il y ait juste un nom sur cette tune là. Mais en tout cas, je comprends pas pourquoi exactement, parce que les deux sont vraiment là à 50% chacun de la création de la tune thème. Ce qui est pour le restant de la trame, il n'y a pas grand-chose. Même sur la trame sonore officielle du film, il n'y a pas vraiment de pièces qui sont comme les pièces orchestrales. C'est plus la trame sonore est plus faite sur le côté de la musique jamaïcaine. On va avoir embauché un groupe local, Brian Lee and the Dragonaires, pour faire pas mal toute la musique que Monty Norman va avoir pas mal toute écrite. Mais on va avoir donné la chance à des groupes du coin, que dans le fond, lui, il savait pas, Monty Norman, si maintenant il voulait écrire la trame sonore du film, mais on lui a offert d'aller passer des vacances avec sa famille en Jamaïque pour pouvoir y donner un air, puis pouvoir un peu comprendre que l'atmosphère de la Jamaïque, tout ça, fait que c'était comme un plan qui pouvait pas dire non rendu là. Mais pour ce qui est de la trame sonore en soi, là, c'est ce qui est de la musique là, de John Barry dans le film. C'est vraiment un peu ça sera pas vraiment mémorable, ça va être fonctionnel, ça va vraiment être la tune thème de James Bond qu'on va entendre tout le long du film, puis c'est ça qu'il faut dans le fond, dans mon livre à moi, c'est ce qu'on veut faire, on veut nous présenter le personnage, puis à chaque fois que c'est peut-être un peu abusif quelque part, je veux dire, James Bond fait juste marcher, puis après ça on nous clenche la chanson thème de James Bond, c'est un peu exagéré quelque part, c'est un peu abusif, mais je pense qu'on veut juste comme nous la marteler pour que quand elle revient dans les autres films suivants, on sait c'est quoi, je veux dire, c'est James Bond qui marche. Ça l'a étampé aujourd'hui avec le film. On voulait mettre la tune comme thème du film Underneath the Mango Tree, qu'on va attendre à plusieurs reprises dans le film, mais c'est pas vraiment ça n'a pas passé au conseil, mettons. Puis on a décidé de vraiment juste placer la tune thème au début de James Bond. Puis tant qu'à moi, c'est vraiment parfait pour commencer le film. Fait que le film commence proprement après ça. On suit les trois assassins qui vont tuer le personnage de Strangways puis sa secrétaire. Dans le fond, c'est quelque chose qui est tiré directement du livre, où après ça, ils ont perdu communication avec l'agent. Puis après ça, ils doivent envoyer quelqu'un pour savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement. Chose qu'on va remarquer tout de suite, si maintenant vous avez la version Blu-ray, je sais pas s'ils le font encore si on commençait à le faire en 4K, s'ils vont le faire même en 4K, vraiment là, le transfert Blu-ray de ce film-là, puis la plupart des films, là, ça va vraiment là, être bien fait. Je veux pas dire que qu'est-ce qu'on voit est parfaitement beau, mettons, là, parce que je veux dire, les maquillages, ils vont vraiment ressortir. Le Blu-ray, je veux dire, l'image est remarquable. Je veux dire, ça a l'air de vraiment être filmé quasiment là, hier. Mais c'est ça. Je veux dire, ça montre un peu le défaut, par contre, là, des maquillages. Je veux dire, les gens sont un petit peu peut-être trop maquillés là, pour le peu d'affaires qu'ils sont en train de faire. Ils sont juste comme à la plage en train de jouer aux cartes. Puis, je veux dire, on voit vraiment comme ils sont super maquillés. Fait que ça montre un peu des défauts, mais c'est un peu aussi pour qu'est-ce qu'on avait là, dans le temps. Là. Fait que ça montre un peu l'âge, c'est sûr.
mais le transfert Blu-ray, là, il est vraiment écœurant. Mais en revenant au film, ben, tu sais, pour commencer avec ça, les assassins, tout ça, tu sais, je veux dire, c'est pour mettre un peu le ton. Tu sais, on va nous passer le nom de Dr. No là, dans le visage là, avec les dossiers qui ont été récupérés là, par les assassins, tout ça. Tu sais, ça met quand même un ton un peu sombre sur le film en partant. Ils ont quand même essayé de nous duper un peu avec les trois aveugles, puis finalement, ils n'étaient pas aveugles. Ils ont assassiné Strangways. Alors, le MI6 n'a pas de réponse, alors il faut qu'il envoie quelqu'un, ben. C'est là où on va avoir notre introduction à James Bond. Vraiment, tu sais, c'est comme vraiment c'était écrit qu'on devait voir James Bond pour la première fois en train de dire Bond, James Bond. Tu sais, ça part à partir de là. Il est à la table de casino, il est en train de gagner, tu sais, la chance est de son bord. Il en est vraiment quasiment nonchalant. Tu sais, je veux dire, ça ne dérange pas du tout. Il a l'air d'être vraiment tout en contrôle de qu'est-ce qui se passe. Même s'il serait en train de perdre, on sent que la prestation de Sean Connery à ce moment-là, c'est pas quelque chose qui le dérangerait du tout. Je veux dire, il est là, puis il est en train de jouer, puis c'est comme ça que ça y va. Il est en train de jouer directement contre Sylvia Trench, qu'en bout de ligne, ben, elle, on voit qu'elle commence à être offusquée un peu de perdre, mais en bout de ligne, elle veut se ramasser dans le lit à James Bond. C'est vraiment comme la parfaite introduction au personnage. Ça va être succédé des autres introductions. La secrétaire de son patron, M, on va avoir l'introduction de Moneypenny, joué par Lois Maxwell, et de M, le boss à James Bond, Bernard Lee, des personnages qui font partie là, de l'univers des livres. On n'aura jamais l'introduction, par contre, là, de la secrétaire les livres à James Bond. Le Leia Ponsonby, elle n'est pas vraiment super importante, mais quelque part, c'est un personnage qu'on verra jamais. À quelque part, on a pris l'essentiel aussi. Après un bout, commencé à rajouter là, vraiment beaucoup de personnes. Ben, c'est quelque chose qu'on s'est ouvert la porte pour pouvoir introduire un peu plus tard. On va même avoir l'introduction du Major Boothroyd, qui est le personnage de Q. On est tellement habitué peut-être par la suite que ce soit Desmond Llewellyn qui va reprendre le rôle dans Goldfinger, que là il va être nommé juste le armurier, mais c'est le même personnage là, qui va revenir là, dans Goldfinger et jusqu'à vraiment là, dans les récents là, les derniers à Pierce Brosnan plutôt. Fait qu'en tout cas, on va avoir toute l'introduction de ces personnages là. Puis, ben, tu sais, on va avoir aussi quelque chose qui va être assez thématique à chaque fois qu'on va commencer un film de James Bond. Ben, on a James Bond qui va dans le bureau de M pour avoir sa mission. Puis, tu sais, avoir un peu une idée là, de où est-ce qu'on s'en va là, vers le film. Puis là, ben, je pense que c'était quand même assez important d'être attentif parce que quelque part, on ne nous en parlera pas vraiment de tout ça pendant tout le film. Puis à la fin, ben, on pourra comme un peu se demander qu'est-ce que le Dr. No est en train de faire. Ben, c'est là où on va nous dire qu'il y a des missiles qui ont été redirigés en Jamaïque, puis c'est ça, dans le fond, il faut écouter pour comprendre ça, parce que quand on arrive à la fin, puis on peut se demander qu'est-ce qui se passe, on nous leur dit pas vraiment à la fin, fait que... Mais honnêtement, c'est pas vraiment important. Je veux dire, je pense que le film d'aujourd'hui va quand même juste se dérouler en bout de ligne, mais je pense que il faut comme comprendre que James Bond est là pour enquêter, puis en même temps, ben, le scénario avance, mais des fois, c'est un petit peu nébuleux. Ça suit pas tout à fait. Là, je vais en parler encore un peu plus loin. Là. Il y a des petites affaires là, que on force un peu là, la note pour qu'il y ait des choses qui se produisent. Puis, le lien entre A et C, ben, c'est le B, il est pas tout à fait convaincant, là. Mais en tout cas, fait que James Bond va être envoyé en Jamaïque pour rencontrer Felix Leiter, mais quand James Bond va arriver, ben, il va être approché par quelqu'un d'autre que... Quand Felix Leiter va penser aller voir James Bond, ben, il va se dire, bon, ben, c'est peut-être pas James Bond, finalement.
Mais tu sais, c'est ce que Leiter va dire un peu plus loin, mais tu sais, si mettons, il y avait des doutes que c'était peut-être pas James Bond, pourquoi qu'il va le poursuivre? En tout cas, fait que, tu sais, en bout de ligne, il sait, mais il veut savoir un peu c'est qui aussi qui a attiré l'œil à James Bond, de James Bond plutôt. Fait que Bond va être quand même un peu wise. Il va dire, il va se douter qu'il y a quelque chose qui marche pas avec le chauffeur. Il va demander, il va appeler au gouvernement qui l'attend, ou les officiels qui l'attendent, puis il va dire, ben là, m'avez-vous envoyé une voiture? Il va dire non. Fait que là, tu sais, il sait bien que dans la voiture qu'il va embarquer, s'il y a quelque chose qui marche pas, ça me ferait quand même d'un côté que Felix Leiter, justement, il est partout là-dedans, il est dans l'aéroport, puis quand James Bond sort dehors, il est carrément à l'autre bord de la rue, ça marche pas, là, mais en tout cas, c'est juste pour le suspense. On est comme supposé de se dire, si on écoute pour la première fois, est-ce que c'est qui, dans le fond, qui veut tuer James Bond? C'est qui les machins là-dedans? Mais quelque part, je pense qu'on n'aurait pas dû avoir accès à l'appel téléphonique de James Bond. On aurait dû peut-être juste penser que James Bond a rembarqué là, comme si de rien n'était dans la voiture, même s'il le sait, mais on aurait dû pas nous le montrer, ça. Fait que il y a Felix Leiter et son compagnon là, qui poursuivent James Bond en voiture, mais James Bond il va suivre la vie du chauffeur, le chauffeur qui dit qu'on est suivi. Dans le fond, lui, le chauffeur, il veut comme amener James Bond à part pour probablement le tuer. Finalement, ça y retombe d'en face quand James Bond il sait déjà un peu qu'il est pas pour que c'est un imposteur dans le fond. Fait que, mis à part la poursuite de voiture, on avait comme notre première séquence d'action. C'est vraiment rapide. Je veux dire, si on donne juste un coup de poing quasiment pour assommer le chauffeur, puis ça termine là. Le chauffeur, il est suicidaire complètement. Je veux dire, au lieu de parler, il va se mettre du cyanure dans la bouche, puis il va mourir là. C'est pas un film qui a bien de l'action. Il y a même au début, là, quand il y avait Sylvia Trench, que James Bond rentrait dans sa chambre, puis je veux dire, pour essayer de montrer un peu d'action, je veux dire, il défonce la porte de sa chambre, puis c'est comme tout d'un coup, tu t'attends quasiment à une scène d'action, puis il n'y a pas grand chose. Ça ressemble un peu à ça aussi. Il y a un petit peu plus, où il y a vraiment le chauffeur qui essaie de se défendre un peu, mais je veux dire, c'est 5 secondes, c'est pas grand chose. Fait que James Bond va prendre la voiture puis il va se rendre au représentant gouvernemental. Puis, il va faire une remarque à l'entrée. Il va pas. Il va arriver puis il va dire au gars à la porte, là, fais juste te rassurer qu'il part pas, c'est dans le fond, c'est des one-liners qui vont commencer à faire leur apparition, qui étaient pas vraiment scriptés. Puis, quelque part, juste avoir rajouté des petites lignes de même, mais c'est des choses qui vont avoir été gardées, puis qui va faire vraiment là, que le personnage de James Bond, là, toutes les choses qui vont le définir, ça commence à partir de là. Mais ça a commencé avec quelque chose qui était vraiment improvisé. Puis c'est quelque chose que je veux dire, c'est juste au nombre de fois que j'ai écouté le film d'aujourd'hui. C'est quelque chose que je savais pas. C'est juste dans mes recherches d'aujourd'hui que j'ai vraiment vu ça. C'est vraiment Sean Connery qui a commencé à lancer ça comme gag à quelque part, puis finalement le réalisateur a dit c'est quand même le fun, fait que je vais garder ça, puis c'est ainsi de suite là, c'est devenu là, des marques de commerce là, pour le personnage. Puis là, c'est quand même intéressant quelque part. Il y a comme un petit côté là, détective là, qu'on va voir là, dans les scènes qui vont suivre. Bond, il va se ramasser chez Strangways. Puis ça va amener qu'il va trouver un reçu qui va être qui va provenir de chez le Dent Laboratories. Puis il va voir aussi une photo qui est pêchée avec Quarel, qui va amener aussi au personnage de Quarel. Avec l'introduction du personnage de Quarel, c'est là aussi qu'on va avoir l'introduction de Leiter. Dans toute cette scène-là, quelque part, ça n'a comme pas de sens. Il y a Leiter que je me dis, si mettons, il sait c'est qui James Bond rendu là, toute la mise en scène de l'amener en arrière, puis de commencer à l'agresser, puis tout ça, ça aurait pu être vraiment pas long, puis il aurait pu avoir un mort facilement. Surtout comme quand James Bond, il a son fusil en main, puis
si mettons il serait un petit peu plus nerveux, peut-être qu'il aurait pu les tuer. Faut pas oublier qu'il a son permis de tuer, puis quand techniquement il peut tuer quelqu'un qui juge qui doit être assassiné, ou même juste par défense quelque part. C'est sûr que il n'était pas vraiment en position là, d'exécution, mais en tout cas, c'est quelque chose qui aurait pu arriver facilement. Puis même quand on a l'introduction de Leiter, à moins qu'il y avait absolument rien dans son fusil, on dirait qu'il garde tout le temps son fusil pointé sur James Bond. Je trouve juste ça quand même assez drôle. Comme c'est supposé être un bon, mais en bout de ligne, il a comme tout le temps son fusil pointé. Je veux dire, juste un mauvais tic ou n'importe quoi pourrait faire un coup de feu part, puis ça tue Bond tout de suite. Là. Mais en tout cas, c'est le genre de choses qu'on va voir là, dans toute la franchise. À chaque fois que Felix Leiter va apparaître, il va avoir pas tout le temps, mais souvent une mise en scène qui n'a pas vraiment de sens. Mais c'est juste un peu pour nous rajouter un peu d'action, tout ça. Puis moi, j'ai aucun problème avec ça. Le personnage de Felix Leiter, c'est un personnage qui avait apparu dans le livre original de Casino Royale. C'est un personnage qui réapparaît dans plusieurs des livres, mais il apparaît pas dans le livre de Dr. No. Puis même, quand on lit les livres, le personnage de Quarrel, lui, c'est un personnage qui avait déjà apparu dans le livre de Vivre et laisser mourir, qui était le 2e livre. Mais dans le il y a comme une suite directe avec le livre de Vivre et laisser mourir, où ce que on avait le personnage là, de Felix Leiter, que lui avait été semi-mangé par des requins, puis en tout cas, c'est sensiblement une chose qui va avoir été reprise là, pour le film là, de 1987, Permis de tuer. Ou 89 plutôt. Mais en tout cas, on en parlera quand on sera rendu à parler de ce film-là. Mais aussi dans le livre de Vivre et laisser mourir, c'est ça, c'était on avait vu aussi le personnage de Quarrel, quand on va parler de Vivre et laisser mourir, on va avoir Quarrel Junior qui va apparaître dans le film. Mais tu sais, c'est juste à regarder ça un peu comme si on regarde le livre en Extended Universe ou quelque chose de même. Tu sais, ça fait comme un peu tout intermêlé, toutes les affaires. Mais c'est sûr que là, je suis là pour parler du film et non du livre. Mais je vous dis juste un peu des affaires aussi que j'ai vu un peu entre... que je vois des liens puis des affaires qui veulent un peu éviter. Puis en tout cas, aujourd'hui, le film est plus créer les bases. Puis on nous a introduit le personnage là, de Felix Leiter pour un peu faciliter là, ses apparitions dans les prochains films plutôt. Mais ce qui va être drôle, c'est que Felix Leiter va être quasiment jamais repris là, par le même acteur. Ça va être presque tout le temps un nouvel acteur à chaque fois. La prestation là, de Jack Lord, le personnage apparaît pas bien là, dans le film. Là, je veux dire, il est là juste pour quasiment avoir une introduction au personnage, mais c'est tout. Après ça, on le voit à peine. Pour ce qu'on a, c'est quand même une bonne prestation. Il est quand même attachant. Ça sera pas le cas pour la plupart des Felix Leiter qui vont revenir, mais pour qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, c'est un Felix que j'aurais bien aimé ça qu'il revienne. Quel côté détective continue, c'est à partir de là que quand on vérifie avec Quarrel puis Leiter, on apprend que Strangways il allait pêcher avec Quarrel, puis il allait pêcher un peu là, dans les îles alentours, mais tu sais qu'il y avait quelque chose qui était louche un peu avec Crab Key, et que Strangways avait apporté des roches au professeur Dent pour les faire analyser, puis c'est à partir de là, dans le fond, que on va comprendre que c'est avec ces incidents-là que ça l'a amené à ce que Strangways soit assassiné. Mais dans le point de vue narratif, on va tout de suite mettre aussi le lien que Crab Key est le domaine du Dr. No. Puis on a vu un peu plus tôt dans le film que avec les fichiers du Dr. No, on peut faire un lien. Puis bien entendu, le titre du film s'appelle Dr. No, fait que on peut comprendre là, que c'est vers là qu'on va s'en aller. Alors, Bond va aller voir le professeur Dent pour lui demander, dans le fond, pour les roches, voir c'est quoi que le professeur Dent a découvert sur les roches.
Puis bien sûr, le professeur Dent va dire qu'il n'y avait absolument rien d'anormal sur les roches. Fait que James Bond va comprendre que il essaie de cacher quelque chose. Surtout quand il dit est-ce que ça pourrait venir de Crab Key? Puis il va répondre non, c'est certain que ça vient pas de là. C'est une chose qui est sûre dans tout, là, ça vient vraiment pas de là. Fait que, James Bond, pas nono, il sait bien qu'il y a quelque chose qui marche pas à Crab Key. Mais à quelque part, professeur Dent aussi, il est pas nono, il se dit c'est sûr que James Bond va se ramasser à Crab Key. Fait que lui, professeur Dent, il va dire, il va se décider sur le champ de partir à Crab Key puis aller voir le Dr. No puis dire regarde, James Bond s'en vient. Et il va se faire donner une tarentule que je sais pas exactement comment ça va être produit là, la scène puis comment qu'on va avoir placé la tarentule dans la chambre à James Bond. James Bond va retourner à sa chambre, puis il va vérifier sa chambre. C'est toutes des petites affaires qui sont quand même assez cool à regarder. Où ce que James Bond vérifie sa chambre, plutôt il avait placé un cheveu sur le bord de son garde-robe, puis il voit que le cheveu est plus là, puis que sur sa valise, sa valise a été fouillée, tout ça. Fait qu'il sait que il y a quelqu'un qui passe en arrière de lui, puis qui est en train d'enquêter sur lui. Fait que c'est quelque chose qui doit être assez standard. Puis c'est là que j'imagine qu'on a laissé la tarentule dans sa chambre. La tarentule qui aurait pu être visible n'importe quand, j'imagine. Là. Mais en tout cas, à quelque part, la tarentule, elle va se ramasser sur James Bond lorsque James Bond va dormir. Petite chose qui était un peu une nuance, c'était un centipède dans le livre, mais c'est le même principe. Si on regarde bien, on peut voir quand même qu'il y a une vitre qui est entre Sean Connery et la tarentule. On peut voir qu'il y a quelque chose d'étampé sur son épaule si on regarde bien. Là. Si des fois vous demandiez comment c'est fait, c'est fait live, mais il y a une vitre qui sépare les deux. Mais c'est une scène qui est quand même, je veux dire, qui serait pas plaisant à être à la place de James Bond. Mais chose que j'avais bien aimé dans son retour à sa chambre, c'est qu'il check sa chambre puis tout ça, puis mais dans tout ça aussi, on nous rajoute un peu comment que James Bond est, comme ses habitudes. Il arrive dans sa chambre, puis c'est le temps de se détendre un peu, puis il va se servir tout de suite un verre de vodka, puis c'est ses petits plaisirs de la vie, puis c'est quelque chose qu'on va voir plusieurs fois, puis même dans la rétrospective, là, mais même dans le film d'aujourd'hui, c'est aussitôt qu'on a un peu d'alcool à quelque part, on va s'en servir un petit verre. Mais on va remarquer que ça va jamais dans l'excès, il est jamais vraiment chaud, puis qui perd le contrôle. C'est juste vraiment tout le temps là, dans le petit plaisir de la chose, là, mais jamais en excès. Une autre petite chose que j'ai remarqué aussi, c'est que James Bond, dans les livres, puis je comprends qu'ils peuvent pas vraiment le faire dans le film, on va en parler plus tard. On va en faire mention. Mais James Bond, à chaque fois qu'il est couché, il dort tout le temps avec la main sur son fusil. Puis à quelque part, on voit vraiment que le fusil est resté là, sur sa table de nuit. Fait que c'est quelque chose qui est un petit peu différent, mais je comprends que avec la caméra, on peut pas voir en dessous du lit, là, à quelque part, en dessous de son oreiller, où ce que le fusil pourrait être. Fait que faut montrer que le fusil est à côté de lui, mais c'est ça. On peut pas montrer en dessous de l'oreiller. Ce que dans le James Bond, dans les livres, il dort tout le temps, puis à chaque fois qu'il se couche, on sait qu'il a tout le temps la main sur son fusil à chaque fois qu'il dort. Chose que j'avais pas parlé justement au début quand on avait eu l'introduction là, du personnage de M. Il y a une scène qui est reprise quasiment mot pour mot du livre quand on avait l'armurier qui arrivait puis qui changeait son fusil. Ça fait référence dans le fond. C'est un peu entrecroisé des choses. M va dire dans la dernière fois que tu as utilisé ton fusil, ton fusil c'est coincé. Fait que là on donne un nouveau fusil. Ça fait référence à sa précédente mission. Il n'y a pas de précédente mission parce qu'on est le premier film. Mais si maintenant on regarde dans les livres où ce que la conversation a lieu, puis on fait la même chose, puis on transfère le Beretta pour un Walther PPK, mais ça fait référence au livre
Bon baiser de Russie, qui va être le deuxième film. C'est un petit peu entrecroiser les choses, mais tu sais, c'est mettons, on veut quand même un peu comprendre pourquoi qu'on a écrit cette scène-là. On l'a écrit pour quelque chose qui ne s'est pas passé. Tu sais, dans le fond, c'est juste une aventure précédente, mais tu sais, quand on la garde là, dans le contexte des livres, ben ça rapport au livre Bon baiser de Russie. Mais en même temps, ben, c'est juste pour placer des placements de produits tout court. C'est des choses qui sont faites dans les livres où ce que l'auteur Ian Fleming il aime bien ça aussi, tout bien décrire certaines marques, tout ça. Fait que quelque part, c'est quelque chose qu'on a essayé de transposer à l'écran. Fait que même si ça ne sert absolument à rien dans le film, ben dans le fond, il faut le dire à quelque part quel genre de fusil que James Bond utilise. Puis pour peut-être pouvoir identifier le personnage, puis pouvoir dire que c'est le personnage des livres qui est transposé à l'écran. Puis c'est toutes des petites affaires, c'est tous des petits détails, mais que quand on lit les livres, ben c'est le fun comme accompagnement avec les films. Mais c'est ça, fait que James Bond il retourne au représentant gouvernemental. Puis, tu sais, il y a comme la secrétaire qui rentre dans leur discussion. Pendant qu'ils sont en train de discuter, elle se présente. Puis, tu sais, c'est là où James Bond il se dit tout d'un coup, ça doit être elle qui vient de voler les fichiers là, qu'on parle. Parce qu'il faut la demande de fichiers là, sur Crabkey puis Dr. No. Puis, c'est juste que James Bond, c'est comme un super détective. C'est ça, fait que on apporte ce personnage-là comme un peu. C'est quasiment un peu pour faire une extension sur le livre aussi, tu sais. On rajoute des bouts. Mais c'est correct, tu sais, James Bond va sortir par une porte où elle allait, puis finalement, elle était comme en train d'écouter aux portes. Puis James Bond, finalement, il va essayer de la séduire, puis en bout de ligne, il va l'inviter à souper, puis finalement, elle va le rappeler, puis elle va dire, viens-t'en chez nous, puis je vais te donner le chemin pour te rendre chez moi. Tu sais, je sais pas, là, mais quand je vois James Bond en train de se promener en voiture, puis tout dans les chantiers, puis tout ça, tu sais, c'est dans un chemin de gravel, j'ai comme l'impression qu'il a vraiment donné le chemin le plus long, ou tu sais, vraiment, là, tu sais, qu'il y a genre personne qui passe par là, c'est sûr que d'un côté, elle doit s'arranger pour placer James Bond dans un endroit où on va pouvoir l'assassiner. Fait qu'on va avoir aussi la clôture des 3 assassins qu'on avait au début du film. Puis là, on va avoir qu'est-ce que ça vaut comme poursuite automobile? T'sais, c'est pas grandiose, mais on fait juste faire des tournants, puis on essaie d'aller un petit peu plus vite. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est ce que c'est. Je peux pas dire que je déteste la scène nécessairement. Je veux dire, il se passe quelque chose, puis je m'emmerde pas jusqu'à là de toute façon, mais regardez Sean Connery avec un écran en arrière d'une voiture qui est en train d'approcher, c'est vraiment pas convaincant. Mais j'aime quand même que la voiture elle prend le bord, puis que, je veux dire, elle prend feu, puis est en train de descendre tout le bord de la montagne, tout ça, je veux dire, j'aime quand même tout le plan là, de ça, on a vraiment exploité carrément là, l'explosion de la voiture. Fait que finalement, Bond se ramasse chez Madame Tarot, puis finalement, c'est ça, il va la séduire, comme que James Bond doit faire. On pourrait dire que peut-être que Bond va la forcer un peu. L'autre côté, elle a essayé de tuer James Bond. C'est pas. Ça frôle un peu peut-être le mauvais goût, mais c'est pas un viol qu'il fait. Le côté, elle est là pour essayer de le faire têter, puis que finalement, il y a un assassin qui arrive pour le tuer. Mais, à quelque part, lui, il abuse peut-être là, de la situation. Mais en même temps, c'est ça, elle vient de faire exécuter un plan pour essayer de le tuer. Là. Fait que, c'est comme un peu. C'est vraiment là, frôler la ligne. Là. Après ça, il y a James Bond qui va s'arranger dans le fond pour la faire arrêter en bout de ligne. Il va faire à croire qu'ils vont sortir souper ailleurs. Puis finalement, il va l'embarquer là, dans un taxi. Puis, pas un taxi, ça va passer pour un taxi, mais finalement, c'est les autorités. Puis, c'est ça, il va se ramasser tout seul
chez Madame Tarot, puis il va attendre l'assassin en question. L'assassin, ça va être le professeur Dent, puis qui va arriver, puis qui va penser que c'est Bond au lit avec probablement Madame Tarot. Tu sais, dans le fond, il se fout un peu c'est qui est dans le lit, il fait juste tirer dans le lit. C'est peut-être Madame Tarot qui était assommée ou n'importe quoi qui était sur place, ou en tout cas, je sais pas exactement qu'est-ce qui se passe dans la tête à Dent, mais il se pose pas de questions, il tire sur la première personne qu'il voit. Mais tu sais, il y avait James Bond qui était en arrière de la porte puis qui jouait aux cartes, là, il se faisait un jeu de patience en train de se prendre un petit verre en attendant. Puis tu sais, toute cette scène là est vraiment hot là. James Bond il attend juste, il y a pas de, c'est vraiment une exécution, il attend puis c'est tout là. Il y a Dent qui pense pendant un certain bout qu'il y a peut-être une chance en pouvoir rattraper son fusil à terre pendant que James Bond ne regarde pas, mais en bout de ligne, tu sais, James Bond il a compté les coups tirés, puis il sait bien qu'il n'y a absolument rien qui reste dans le fusil. Puis, il va l'exécuter direct. Là, il posera, il n'y aura pas de menace du tout. C'est une exécution. C'est vraiment quelque chose qui fait quasiment le film. Ça sera peut-être pas juste ça, là, mais c'est un des éléments forts du film. Là. C'est vraiment extraordinaire la manière que tout est monté. Fait que il n'y a plus de nuisance du tout. On est capable de se rendre à Crab Key. C'était planifié, dans le fond, c'est juste que il y a eu toute cette histoire-là qui s'est embarquée là, dans le chemin, mais c'est le temps à Bond de vouloir aller explorer là, sur Crab Key. Il va partir la nuit avec Quarrel et Leiter, mais finalement Leiter va partir à mi-chemin parce que lui il va retourner en bateau, mais tu sais il y a un petit peu un astinage, un peu savoir qui va vraiment y aller là. Leiter il dit je peux y aller, mais en bout de ligne on veut pas l'avoir là, dans le fond, on veut avoir James Bond, notre personnage principal sur place. Il me semble que James Bond il dit ok, c'est beau, c'est ton dossier, vas-y. Puis après ça, James Bond il fait rien, il attend. Ça aurait fait un film totalement différent, là, mais en tout cas. Fait qu'ils vont se ramasser sur place, puis. Le plan, ça va être juste d'attendre le jour. Ils vont se coucher. Ils vont trouver un endroit juste pour se reposer. Donner quand même peut-être une logique que nos personnages sont épuisés. Ils ont ramé là, pendant un bon bout. Au réveil, c'est là aussi qu'on va avoir quelque chose là, d'assez important dans la formule de les James Bond. On va avoir l'apparition là, de notre première Bond Girl. En tout cas, c'est pas la première techniquement. On avait Sylvia Trench au début du film, mais c'est ça. On a Ursula Andress qui fait le personnage là, de Honey Rider qui sort de l'eau. Elle frôle un peu là, pas mal la naïveté à quelque part. On voit qu'il manque peut-être juste un petit peu quelque chose. Elle a un petit côté sauvage, elle va raconter là, qu'elle s'est débrouillée dans toute sa vie, puis à quelque part, il y avait un bon samaritain, quelque part, qui l'a laissé s'héberger chez elle, chez lui, puis quelque part, il y a une journée là-dedans où il a voulu abuser d'elle, puis elle s'est vengée là, en y envoyant une veuve noire dans son lit, puis ça y a pris une semaine à mourir, tout ça. Quelque part, tu vois que elle est survivaliste, même avec ses coquillages, puis qu'elle a réussi à revendre à 50$ à Miami, puis elle essaie de survivre à quelque part, puis il y a même le bout où elle dit qu'elle a lu une encyclopédie de toute sa vie, puis là elle a lu toutes les lettres, puis elle est rendue à lettres traitées. Ça fait un petit peu naïf un peu, puis comme je dis là, peut-être qu'elle n'a pas à 100% toutes ses facultés, ou le QI est pas à 100% là, top notch. Avec James Bond, je sais pas si je l'ai dit tantôt, mais il y avait Quarrel aussi qui est arrivé avec James Bond en bateau. Il va annoncer qu'il y a un bateau à moteur qui s'en vient, puis dans le fond, il y a comme une patrouille en bateau que ils ont détecté un bateau qui arrivait, mais dans le fond, c'était le bateau à Ursula ou Honey Rider. La patrouille en bateau, elle a comme un peu l'idée qu'ils sont là. Ils les voient pas, ils savent pas exactement s'ils sont vraiment là, mais ils vont faire des menaces, puis ils vont tirer partout, puis dans le fond, c'est un peu une manière de s'arranger pour que
Ursula ou Honey Rider va rester avec eux autres. Ils vont tirer sur le bateau à elle. Puis elle pourra réutiliser son bateau. On ne sait pas, dans le fond, si elle pourrait pas reprendre le bateau à bande pour se sauver, rendu là. Quelque part, Leiter a dit que son idée à lui là-dedans, il est supposé là, d'attendre 12 heures, puis après ça, envoyer là, l'armée. Fait que je pense pas que eux autres, ils devaient repartir en bateau. Fait que on nous dira pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé avec le bateau à bande des Aquarelles. Mais en tout cas, à quelque part, il voulait que Honey Rider les suive. Elle connaît un petit peu, puisqu'elle est un peu plus survivaliste, c'est elle qui va un peu mener le groupe. Ils vont embarquer dans une rivière, puis elle va lui dire de se mettre de l'eau sur eux, puis ça va comme éloigner un peu les mouches, tout ça. Fait que la patrouille, elle va être rendue à pied avec des chiens. Ils vont se cacher sous l'eau, avec ils vont faire une genre de paille avec une branche de bambou. C'est quand même un peu le fun pareil à voir ces scènes-là. Puis, comme pour un parvenir à la scène de tantôt où ils devaient se reposer une fois arrivé à l'île, ils veulent se trouver juste un endroit aussi pour se reposer puis attendre la nuit pour se déplacer, puis même peut-être trouver un moyen là, de la faire sortir de l'île, elle. Mais quand on est rendu la nuit, c'est là que on parlait là, tout le long du film un peu qu'il y avait un dragon sur l'île. Même dans le livre, je trouve ça un petit peu nono comme affaire. J'ai toujours trouvé ça nono. Même la première fois que j'ai vu le film, là, je devais avoir à peu près 7-8 ans. J'ai comme jamais vraiment compris là, le concept. C'est juste un petit peu pour peut-être montrer là, les idées mythiques. Que je veux dire que l'éducation, même dans ces années-là, c'est sûr on n'avait pas Internet, puis le savoir, puis des fois là, des idées, c'était facile à influencer les gens un peu, tout ça. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'on voulait faire avec ça. C'est, je pense, pas mal la seule fois où on va essayer d'embarquer là, des affaires mythiques là, ou légendaires là, qui n'existent pas. Peut-être là, dans Vivre et laisser mourir, qu'une fois qu'on va être rendu à là, on va parler beaucoup de vaudou, puis il y a des affaires qui vont se passer dans ce film-là qui va être un petit peu là, irréel, mais quand on sera rendu à ce film-là, on parlera de ça. Mais c'est une des seules fois dans toute la franchise là, qu'on a essayé là, de donner une idée que peut-être qu'il y avait quelque chose là, qui n'existait pas. Mais c'est ça. Après ça, finalement, c'est un gros tank qui est déguisé en dragon. Et pourquoi? Dans le fond, ça revient même pas du tout. Il n'y a pas de fois où ce que James Bond il va arriver puis prendre le tank pour détruire pour tuer le Dr. No ou quelque chose de même. Dans le livre, ça revient juste comme fait qu'ils vont se sauver dans le tank, mais c'est tout. Ça sert absolument à rien en bout de ligne. Je trouve que c'est une idée qui tombe vraiment à plat. Peut-être que c'était juste un peu comme l'idée que Quarel en a tellement peur tout le long du film, puis que finalement c'est le tank qui va qui crache du feu, qui va finalement le tuer. Mais je me dis, la manière que la scène est présentée, il est tellement loin qu'à quelque part, ils ont pas mal le temps de se sauver dans les bois, que je veux dire, rester là en train d'essayer de tirer au fusil ce genre de tank-là. Je veux dire, c'est clair que ça fait absolument rien. Fait que je sais pas exactement, ça n'a pas de sens. À quelque part, c'est juste vraiment une mise en scène pour qu'il se fasse capturer. Mais j'ai toujours un petit peu de misère avec cette scène-là, la manière que c'est monté, même avec le dragon, tout ça. J'ai juste comme toujours trouvé ça un petit peu nono. La mort de Quarel, c'est sûr que c'est juste que ça devait arriver quasiment juste pour qu'on ait James Bond puis la Bond Girl ensemble, puis qu'ils soient capturés, puis que finalement qu'il n'y ait pas d'aide, je veux dire qu'on se ramasse le plus vulnérable. C'est sûr que peut-être dans le livre ça a plus d'impact pour la mort de Quarel, parce que lui existait là, depuis le deuxième livre, depuis 5 livres total, fait que il existait, mais c'est pas qu'on l'avait vu là, c'était la deuxième fois qu'on le voyait, mais il y avait quand même un historique avec le personnage. Là c'est un personnage qu'on voit depuis le milieu du film. Ouais, ok, je veux dire c'est dommage, mais je veux dire c'est tellement rapide.
la manière qu'on s'en débarrasse, puis vraiment gratuit, que je me dis quasiment pourquoi que Bond n'est pas arrivé tout seul sur l'île. Je sais pas, ben tu sais, c'est juste pour rajouter un petit peu de drame aussi, que tu sais, il en perd dans les deux bords, tu sais, je veux dire, Bond, il réussit à déjouer le Dr. No, mais il y a quand même du monde de son côté qui payait le prix. Alors, Bond et Ursula, c'est plus facile pour moi de dire Ursula que de dire Honey Rider. C'est ça, ils sont capturés puis ils sont amenés au repère du méchant. Dans le fond, c'est quelque chose qui va revenir dans la plupart de tous les films qui vont suivre. Dans le livre, c'est comme plus simple un peu. C'est comme expliquer un peu pourquoi que le repère, c'est quoi exactement, parce que ils sont comme décontaminés, puis parce que là, c'est tout radioactif alentour, puis là, sont décontaminés. Mais après ça, ben, c'est comme s'ils sont bien reçus, sont envoyés à l'hôtel, tout ça. T'sais, dans le fond, c'est une façade qui sert pour une usine de transformation de guano. Puis, tu sais, je veux dire, on n'en parle pas du tout là, dans le film, mais tu sais, ça l'aide un peu à expliquer pourquoi tout d'un coup il y a quelque chose d'autre. C'est quoi exactement la façade dans le film? En tout cas, je ne l'ai pas réussi à le noter. Là, je veux dire, c'est comme tout d'un coup, il y a une usine là-dedans, mais quelque chose, tu sais, en façade, c'est quoi? On ne sait pas tout à fait. Puis même, tu sais, dans le livre, il va rajouter le fait que comment que Dr. No il paye son monde. Tu sais, il paye quand même assez bien pour pas qu'ils veulent vraiment aller voir ailleurs, mais tu sais, puis ils voient quand même à ce que ça aille bien dans la globalité des choses. Puis c'est sûr que si mettons il essaye là, de quitter l'île ou quelque chose de même, ils sont exécutés, mais tu sais, l'autre côté, les gens sont bien traités, fait que il reste quand même fidèle au Dr. No. Puis en tout cas, il explique bien ça dans le livre. Là, je suis pas là pour vendre le livre, puis comme je dis, je suis pas là non plus pour parler tout le temps du livre, mais quelque part, j'essaie de vous en donner le plus possible. Alors, après être drogué puis endormi, ils vont avoir un repas avec le Dr. No. C'est tout vraiment tout au détail quasiment là, ça vient du livre. Même la grosse aquarium en arrière qui est genre sûrement un aquarium qui a été filmé puis qui a été projeté en arrière, mais tu sais, juste comme principe, ça donne comme que c'est grandiose. Ça, toutes ces sets-là, grandioses, on doit ça à Ken Adam, là, le dessinateur de production. À chaque fois qu'il va être sur le plateau, là, à chaque fois que c'est lui qui va s'occuper là, de la production, ça va souvent être des grosses affaires de même. Là. Puis, je veux dire, c'est vraiment hâte de voir ça. Comme ça, tu sais, dans le fond, c'est juste... une table, puis il y a un autre compartiment un peu plus bas, mais on voit ça avec l'aquarium, tout ça, ça a l'air plus gros que c'est, puis je veux dire, la manière que c'est fait, là, c'est grandiose quand même. Puis même tout l'intérieur de la bâtisse, là, ça a l'air juste vraiment grandiose comme affaire. Puis c'est quelque chose qui va être qui va faire partie là, de la formule James Bond. Puis là, je veux dire, on le voit au début. C'est sûr que c'est un petit peu plus petit, mais quand on regarde ça, c'est quand même beaucoup pour commencer là, pour le premier film. On va apprendre que le Dr. No, il fait partie là, de l'organisation Spectre, qui va être comme l'organisation principale contre James Bond dans pas mal toute la série. C'est pas mal en tout cas. Une bonne partie plutôt. Dans les livres, dans le fond, ça venait juste de pas mal être créé. Ça a été comme dans les derniers livres où on parle de Spectre, mais c'est vraiment vers la fin. Il y a pas. C'est quelque chose qui venait d'apparaître là, dans le livre de Opération Tonnerre qui était sorti là, en 61.
Mais en même temps, on voulait comme un peu joindre les deux idées, puis pouvoir travailler quasiment à l'inverse, dans le fond, de la série des livres, parce que quelque part, on va revenir dans le temps, puis on va tout créer les livres qui sont sortis avant. Puis, on va tranquillement incorporer Spectre dans des histoires que des fois, il n'y a aucun rapport. Mais en même temps, dans les premiers livres, là, c'était Smersh qui frôlait peut-être trop avec la réalité aussi. Fait que on a pris juste peut-être l'élément présent dans les livres de James Bond, puis qu'on puisse comme construire l'univers à partir de là. Pendant le repos, il y a peut-être tout ce que James Bond va dire. Ça va juste être, je trouve, des répliques basse gamme, quelque part, juste pour essayer là, de provoquer Dr. No. C'est peut-être dans les seules fois où ce que vraiment, quelque part, je vais quasiment me dire j'aimerais ça que James Bond il se ferme la boîte. Je trouve que c'est juste comme du petit langage, quelque part. Je pense que son langage, quelque part, était mieux que ça tout le long du film. Puis juste la conversation avec le Dr. No, c'est pour mettre un peu le personnage de Dr. No en valeur, pour dire que regarde, c'est lui qui est en arrière de tout ça. Mais ça va vraiment so-so comme interaction, tant qu'à moi. Pendant le repos, il faut comprendre que les mains au Dr. No, ils sont vraiment comme super fortes, là, puis ils peuvent écraser n'importe quoi. Il faut comprendre ça, mais en bout de ligne, ça va servir absolument à rien. Sinon, que ça va jouer contre le Dr. No quelques minutes plus tard, quand ça va être la cause de sa mort. Mais avant ça, il y a James Bond qui va être ramassé un peu, mais il va être battu. Il va être envoyé là, dans une cellule. Même chose un peu pour Ursula. Elle va être probablement peut-être violée. Mais en tout cas, elle va être pas grand chose à part de ça. On voit que quand on va la retrouver plus tard, elle sera pas battue, mais c'est supposé peut-être là, qu'elle va avoir été violée par des gardes. Dans le livre, elle va avoir été attachée, puis qu'il y aurait genre des crabes qui passeraient par-dessus elle, puis que finalement, là, il la mangerait en morceaux. Mais puisqu'elle connaît pas mal la nature, elle sait que si elle se garde calme, les crabes vont juste passer par-dessus elle, puis il va rien de se passer du tout. Puis c'est ce qui se passe. En bout de ligne, elle s'en sort saine et sauve. Mais dans ce film-là, on l'attache, puis en bout de ligne, la marée monte, puis finalement, elle pourrait se noyer, là, mais c'est ça qui se passe avec elle. Pendant ce temps-là, James Bond, c'est ça, il est dans sa cellule, puis il doit trouver un moyen de sortir. C'est similaire au livre où ce que le Dr. No, il veut comme se servir de James Bond comme cobaye, puis qu'il veut l'envoyer dans plusieurs tests, puis voir comme sa résistance, puis qu'une fois qu'il va mourir, ils vont un peu là, l'étudier, puis voir toutes ses propriétés, puis voir comment que en tout cas, ils vont l'étudier dans le fond là, avec ses résultats là, d'endurance. Mais c'est ça. Dans le film, dans ce qu'on est présenté, c'est qu'il a juste été envoyé dans une cellule, puis il trouve un moyen de sortir de là. Il va embarquer là, dans les conduits de ventilation. Puis, tu sais, il y a de l'eau qui se promène là-dedans, à quelque part, mais, tu sais, OK, c'est pas au niveau qu'il est, c'est plus bas, mais c'est à comprendre la chose, parce qu'il y a de l'eau qui se promène là-dedans. Mais ça a accès à la bâtisse quand même. Je sais pas. James Bond va sortir finalement là, du conduit, puis il va avoir un des scientifiques qui fait partie là, de l'opération au Dr. No. Chang qui va changer, ou en tout cas il va changer quelque chose à sa soute, je sais pas trop quoi exactement. Ce qui devait aussi, peut-être qu'il l'enlevait pour passer la mop quand l'eau a passé, que ça débordait là, de la grille, je ne sais pas exactement, mais c'est Bond, il va utiliser là, l'opportunité là, de ramasser Chang et prendre sa combinaison. Puis là, c'est comme je disais un peu au début du podcast du scénario. Si on n'avait pas écouté qu'est-ce que M disait au début, on peut comme un peu se demander qu'est-ce qui se passe. Dans le fond, ils sont comme en train là, d'essayer de pirater un missile puis de l'envoyer ailleurs.
Mais c'est quoi exactement le lien avec la radiation, toutes les choses radioactives là, qu'il y a dans l'eau, puis tout ça, je le comprends pas exactement parce qu'en plus, c'est comme un radar qui qui envoie des ondes, tout ça, tu sais. C'est quoi exactement le rapport, là? Je le comprends pas tout à fait. Peut-être qu'il faudrait que je réécoute encore le film encore une bonne vingtaine de fois pour le comprendre, là, mais en tout cas, je sais que ça va arriver probablement éventuellement, mais je penserais pas refaire un bonus pour l'explication. Gênez-vous pas là, de le marquer dans les commentaires si vous comprenez exactement ce qui se passe dans toute cette scène-là, mis à part le contrôle des missiles. Fait que Bond, il va se ramasser où il y a comme le contrôle de la radioactivité, puis il va comme foutre ça là, dans le piton, puis que finalement, ça va causer tout à être déstabilisé, puis que ça va comme conduire là, à toute l'explosion de l'usine. Il y a le Dr. No, bien sûr, on va avoir une confrontation finale. Mais je veux dire, c'est assez basique. Là. C'est la plus longue bataille qu'on va avoir là, dans tout le film, là, qui va durer à peu près 1 minute et quart. Puis ça va finir que le Dr. No est juste pas capable là, de se relever parce que ses gants, ses mains en métal le permettent pas là, de réussir à s'agripper correctement. Il y a des rumeurs qui diraient que le Dr. No reviendrait là, dans le 25e film, là, qui est techniquement le 25e officiel, là, mais en tout cas, ça va être le 28e podcast, mais ça, j'en ai déjà parlé. Honnêtement, j'espère que non. C'est non pour le Dr. No. Moi, je veux dire, je veux que ça reste là, puis qu'à quelque part, l'histoire est clos à la fin du film. Alors, une fois que le Dr. No est mort, il reste juste à Bond et à Ursula de se sauver de l'endroit parce que ça explose de partout. Ils vont se prendre un bateau, puis ils vont être comme rescapés par Félix et c'est son équipe. Mais, tu sais, c'est comme un peu nono comme idée. Ils sont comme tirés. Le bateau est comme tiré, mais en même temps, James Bond, une fois qu'ils se font tirer, il va comme faire relâcher la corde. Puis, tu sais, je veux dire, ça comme ça n'a pas de sens à quelque part. C'est comme si, mettons, il va se laisser là, dériver, juste pour être ensemble un peu. Visuellement, c'est drôle à regarder quelque part. Là, tu dis, bon, il va finir avec la fille, puis il va voir peut-être s'amuser pas mal ensemble. Mais à quelque part, ça se tient pas. À quelque part, je veux dire, une fois qu'ils se sont amusés, là, ils vont prendre les rames, puis ils vont dire, bon, on va prendre les 4 prochaines heures à ramer. En tout cas, c'est de la fantaisie. Ça finit le film quand même sur une bonne note. Mais en même temps, c'est ça. Peut-être que justement, ils s'amusent dans le bateau. Puis une fois qu'ils arrivent au port, ils se disent salut. Puis ils s'en voient jamais à partir de là. Alors, en conclusion, moi, je veux dire, c'est un film que je vais endosser. C'est sûr que, si mettons, vous êtes quelqu'un qui va plus aimer peut-être les derniers films avec Daniel Craig, c'est quelque chose qui est vraiment différent. Jusqu'à l'ère de Pierce Brosnan, c'est comme on a un certain moule, puis après ça, on va devenir quelque chose d'autre carrément une fois que Daniel Craig va embarquer. Mais le film, il repose sur les épaules de Sean Connery totalement. Il y a des affaires qui marchent pas tout à fait, mais juste de voir quasiment Connery à l'écran, je veux dire, c'est assez pour vendre le film. Il n'y a pas de. Le film dure 1h50, puis il n'y a vraiment aucun moment là-dedans que je trouve ennuyant. J'aime aussi le côté que c'est comme un peu plus détective. C'est un petit peu moins grandiose. Un petit peu moins. Je veux dire, c'est vraiment beaucoup moins grandiose de qu'est-ce que le film va devenir ou la franchise va devenir là, même à partir du prochain film. On va avoir déjà plus là, d'action, puis beaucoup plus d'explosions, puis beaucoup plus de ci et de ça. Mais juste voir James Bond juste tout nu carrément.
vraiment comme idée de base, qu'est-ce qu'il est capable de faire. Tu sais, je veux dire, il est en train de faire son enquête, puis tout le déroulement de tout ce qui se passe pendant le film. Je trouve ça quand même le fun. C'est sûr que je dirais que les gros défauts du film va être ses côtés techniques, mais tu sais, le fait que peut-être l'écran est trop belle sur la version Blu-ray, mettons, ben, tu sais, les maquillages vont comme ressortir beaucoup. C'est quelque chose que des fois qui vient tannant à regarder ou gossant. Mais il y a d'autres choses aussi, puis je pense que ça se passe plus dans la tête un peu quand tu le sais. Tu sais, il y a des acteurs qui sont maquillés pour être d'autres cultures. Tu sais, comme Miss Taro, ben, tu sais, est maquillée pour avoir l'air d'une chinoise, mais tu sais, elle n'est pas chinoise du tout. Puis pareil pour le Dr. No, c'est un personnage qui est chinois, moitié allemand. Puis tu sais, je veux dire, il est vraiment pas comme ça, tu sais. Puis même la photographe que Quarel, il manque d'y briser le bras là, un peu plus tôt dans le film, que j'ai pas vraiment parlé, mais même elle a été maquillée pour avoir un teint plus foncé, tout ça. Ça, c'est des petites choses qui me dérangent, mais c'est pas mal une des seules choses qui me dérange dans tout le film. Pour la générale, je m'amuse quand même pas mal à écouter le film. On voit que tout le monde s'amuse en train de faire le film. C'est vraiment comme une production qui est le fun. Puis ça, ben, c'est sûr que c'est mené par Sean Connery qui nous amène au travers là, de tout le film. Puis que ça fait que c'est un verre qui est vraiment qui vraiment ben, pas le film ultime de James Bond à écouter. Ça, il va en avoir là, des meilleurs qui vont suivre. Mais sauf que c'est un film qui est le fun à écouter, puis qu'il peut s'écouter pas mal à n'importe quel moment. Puis même le livre que j'ai parlé un peu au travers du podcast, ben, c'est quand même un livre qui est quand même le fun un peu à lire. Je veux dire, il ressemble beaucoup au film. Quand on écoute le film, on peut voir des choses là, que le film a pris, puis il s'en est beaucoup inspiré. Mais en même temps, ben, il apporte quelque chose de différent. Il prend des libertés, il adapte ça à, ça faisait quand même quelque chose comme 4-5 ans là, que le livre était écrit, fait que il y a des choses qui ont changé dans le monde, puis aussi l'univers de James Bond a encore grandi là, de 3-4 livres depuis le temps, fait qu'il a comme incorporé là, des nouveaux éléments comme Spectre, tout ça, fait qu'il y a des choses qui changent là, dans le livre, mais juste de voir ça un peu là, d'un autre côté, ben le livre aussi là, je trouve que il est quand même le fun à lire, puis ça tombe que c'est un que j'ai bien aimé là, lire. Alors c'est pas mal tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, ben, on va couvrir le film Bon baiser de Russie, qui est sorti l'année suivante. Entre-temps, ben, suivez Premier Visionnement sur Facebook et Twitter. Gênez-vous pas de parler de vos expériences sur James Bond, sur Dr. No. Dites-moi si, mettons, c'est quoi exactement l'histoire des missiles, puis pourquoi qu'on a besoin là, des choses radioactives pour contrôler des missiles à distance. J'aimerais bien le comprendre. Mais sinon, vous savez qu'au podcast, j'ai toujours essayé de vous enseigner deux choses. Un, de jamais les laisser vous voir saigner. Ou deux, de toujours avoir un plan d'évacuation. Oh, he blew a fuse. Merci d'avoir écouté l'émission d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. We have an old saying too, Yogi, and you're full of it. Rendez-vous la semaine prochaine pour parler James Bond dans le prochain film de la rétrospective. Well, we wouldn't want that, would we? Ou rendez-vous sur premiervisionnement.com pour écouter d'autres rétrospectives dont John Wick, Star Wars, Halloween et les films de l'univers DC incluant Batman, Superman, Wonder Woman et bien d'autres films. That depends on your definition of safe sex. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur toute plateforme de balado-diffusion dont Podbean, Spotify, Google Podcast, Stitcher, Pocket Casts et bien d'autres. Take a giant step for mankind. Prenez soin de vous et rendez-vous au prochain épisode. Keep my martini cool.